Burkina Faso et le Burundi. Retour en force de Krépin Diatta et Edouard Mendy, tandis que 3 joueurs locaux se démarquent. Le Sénégal prend sa route vers la CAN 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. En bref, la Direction générale des élections introduit des innovations pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Elle a publié un diagramme illustrant la répartition par tranche d'âge des 7,3 millions d'électeurs inscrits, offrant un aperçu démographique et facilitant l'analyse des comportements de vote. Selon ces données, les jeunes de 18 à 25 ans représentent 11% de l'électorat, soit 783 084 inscrits, tandis que les 26-35 ans constituent le groupe le plus important avec 27%, soit 1 969 052 électeurs. Les tranches 36-45 ans et 46-60 ans représentent respectivement 23% et 24% de l'électorat avec 1 744 944 et 1 739 614 inscrits. Élection législative du 17 novembre, toujours, le candidat Amadou Ba expose ses inquiétudes par rapport au déroulement du scrutin. Le président de la coalition Jàmm ak Njariñ redoute des fraudes lors du vote et pour ces raisons, le leader de la nouvelle responsabilité invite ses militants à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser le vote. L'ancien Premier ministre est actuellement en caravane dans la région de Thiès. li ñu wax aussi léegi ci seen organisation élection lu am solo la élection campagne am na ci solo waaye teew bésu élection boobu moo ëpp solo. Absolument. Ce qu'on vient de me dire concernant l'organisation des élections est assez important. C'est vrai qu'il est essentiel de battre campagne, mais votre présence dans les bureaux de vote est tout aussi essentielle. Ça, vous l'avez très bien géré ici. Et vous devez être un exemple pour les autres localités, car les gens qu'on a en face de nous sont capables de tout. Étant donné qu'ils ont peur de perdre les élections, ils pensent qu'il faut transporter les militants de contrée en contrée afin qu'ils votent plusieurs fois. Donc, je suis satisfait de ce que vous faites ici à Morlan. yóbbu la ñu woote ji feneen ndax gaa ñi xam ne dañoo bari pexe tiit nañu ragal nañu kon ni ngeen def fii Morlan c'est très bien. À 10 jours des élections législatives, Adji Mbergane Kanouté rejoint le camp présidentiel. Bien qu'elle figure à la 24e position sur la liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, cette décision suscite des remous dans le paysage politique. Pour l'analyste Ibrahima Bakhoum, ce ralliement n'est pas surprenant et s'inscrit dans une logique politicienne observée au Sénégal ces dernières années, suivant ses explications. Tout cela nous renvoie à cette réalité sénégalaise que c'est la politique qui promeut, c'est la politique qui fait exister, c'est la politique qui fait vivre aussi. Donc tous ces gens-là qui viennent vers vous ne vous apporteront pas grand-chose premièrement pour la plupart. D'abord, certains d'entre eux ne représentaient pas grand-chose, ils avaient juste été éclairés par le phare de celui qui est à l'exécutif. Mais le cas d'espèce, c'est que quelqu'un, en l'occurrence le Premier ministre aujourd'hui, Ousmane Sonko, comme président de PASTEF, il avait dit clairement depuis au moins 1 an que pas question de transhumance, ces gens-là, chacun reste où il veut. C'est très bien, c'est une très belle profession de foi, que chacun reste là où il était. Mais dès que ça change, vous voulez aller ailleurs, et lui, il l'accepte, pour ne pas dire qu'il l'encourage. S'il l'accepte, c'est déjà un problème. S'il l'encourage, c'est pire. La transhumance de Adji Mbergane Kanouté est une profonde déception pour le journaliste Cheikh Yérim Seck, qui l'a exprimé dans une de ses chroniques. Pour lui, cette décision est un indicateur de la décadence morale au sein de PASTEF, révélant des faiblesses dans le leadership sénégalais depuis le 2 avril 2024.
Adji Mbergane Kanouté. Un nouveau soutien à Pastef pour les législatives. La deuxième législature a décidé de voter la liste dirigée par Ousmane Sonko. Adji Mbergane Kanouté vient donc s'ajouter à la longue liste des responsables de l'ancien régime à soutenir les nouveaux dirigeants. Une transhumance qui a surpris plus d'un, notamment Cheikh Yérim Seck. Il estime: la déception est à la hauteur du respect qu'inspirait cette femme politique à l'opinion. Une déception accentuée par l'admiration que le journaliste vouait à cette femme, tant pour ses prises de position que pour son opposition. Mais pour Cheikh Yérim Seck, cette énième transhumance renseigne vraiment sur l'esprit des tenants du pouvoir. Il va jusqu'à dire: la transhumance d'Adji Mbergane Kanouté est un gros marqueur de la décadence morale prématurée de Pastef. Dans sa chronique, le journaliste rappelle les déclarations de l'actuel Premier ministre alors qu'il était dans l'opposition. Que chacun reste là où il était avant le 24 mars 2024. Pour dire que la transhumance ne sera pas acceptée. La transhumance d'Adji Mbergane Kanouté marque bruyamment la perte d'âme de Pastef 8 mois seulement après son arrivée au pouvoir. Selon Cheikh Yérim Seck, ce projet anti-système vendu à des millions de Sénégalais est aujourd'hui voué à l'échec. Parlons à présent des femmes de la coalition Farlo à Pikine qui dénoncent les violences notées pendant cette campagne électorale. Elles se sont également exprimées sur le décès de l'ancien ministre des Finances Moustapha Ba, réclamant que l'État lui rende des hommages dignes de son engagement pour le Sénégal, suivant les explications de la présidente du comité électoral de la coalition Farlo. Ok, Madame Awa Diop Mbacké a toujours banni la violence. Et nous qui sommes avec elle, nous avons toujours banni la violence, qui ne sert à rien, sinon qu'à détruire. Dans ce pays, nous devons éviter la haine, la violence. Essayer de se tenir la main, tout en sachant que le Sénégal nous appartient à tous. Personne n'a le droit d'ôter une vie. Seul Dieu le Tout-Puissant doit est habilité à ôter une vie. Évitons d'ôter les vies. Lorsque nous avons appris son décès, tous les candidats devaient surseoir leur campagne. Il le mérite. Il a tout donné au Sénégal. Un homme humble, intègre, travailleur, social, qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Il avait droit à tous les honneurs dans ce pays. Donc c'est vraiment désolant de voir qu'on laisse passer ce décès comme s'il n'a rien fait pour ce pays. Vraiment, c'est désolant. Nouveau livre en librairie, Sénégal, rupture au sommet. Les membres du premier gouvernement, Diomaye Sonko, écrit par l'ancien journaliste de la RTS, Sam Mangane, a été présenté ce jeudi. Cet ouvrage, préfacé par le premier ministre Ousmane Sonko, analyse les parcours des universitaires et professionnels composant le gouvernement actuel et explore la rupture, le slogan du duo Diomaye Sonko. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Djibril Diallo, Omar Meng. Sénégal, rupture au sommet. Les premiers membres du gouvernement Diomaye Sonko est un ouvrage de 190 pages avec des textes et des images qui retracent de grands moments de la vie du Sénégal. Une biographie collective qui aide à mieux connaître les hommes et les femmes qui composent l'actuel gouvernement. Vous savez, dans les autres gouvernements, il y avait des administrateurs civils, il y avait même des médecins, des avocats, mais dans ce gouvernement, il y a pratiquement beaucoup d'universitaires, il y a des inspecteurs d'impôts et domaines, il y a beaucoup de diplômés aussi de l'université de Dakar et de l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Il y en a aussi qui sont diplômés dans des pays anglo-saxons, surtout l'extérieur d'Italie, d'Angleterre, de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne, de France. Voilà donc pourquoi j'ai dit rupture au sommet. Cet ouvrage, écrit en 60 jours, nous introduit donc au cœur de l'administration sous le régime du duo Diomaye Sonko. Le journaliste y relate des faits qui ont marqué la fin du régime Macky Sall et l'arrivée de celui de Diomaye, lequel est venu
avec un nouveau slogan. On a vu travailler, toujours travailler, encore travailler, d'autres slogans, mais cette fois-ci, c'est Djoub, Djoubal, Djoubanti. Je crois que c'est important quand même. Rupture aussi par rapport au profil. Ce n'est pas la première fois que cet ancien enseignant à Linguère dans les années 90, reconverti en journaliste, puis aujourd'hui en diplomate, s'intéresse aux hommes et aux femmes qui nous gouvernent. En février dernier, il a publié son premier livre intitulé « Gouvernement du Sénégal de 1957 à 2023 ». Il a été préfacé par Amadou Ba, Premier ministre d'alors. Djibril Diallo, Omar Meng, merci. Ce jeudi matin, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont décrété une grève donnant lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Leurs revendications portent sur la restauration et l'accès aux soins, entre autres. Les négociations entreprises n'ont, selon eux, toujours pas abouti. Compte rendu de Mamadou Kanté. Après une période d'accalmie, la tension est remontée d'un cran entre forces de l'ordre et étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. À partir du campus social, les membres du collectif des amicales d'étudiants se sont livrés à une bataille sans merci pour, disent-ils, protester contre un mot dont la restauration. Ce qui a été constaté depuis l'ouverture de l'université, c'est que le restaurant argentin ne fonctionne pas. Donc, chose qui vient s'ajouter au manque d'infrastructures de restauration au niveau de l'université. Nous avons essayé d'aller les autorités, essayer de recourir à la négociation pour pouvoir régler ce problème, mais depuis lors, on est tombé sur une oreille sourde. L'état des infrastructures sanitaires et sportives fait aussi partie de la liste des revendications. Comme vous le savez, les étudiants peinent à avoir des soins de qualité. Ne serait-ce que les médicaments d'urgence qui devraient être en suffisance aujourd'hui ne le sont pas. Le terrain de foot qui était la seule infrastructure qui restait à ces étudiants-là pour s'adonner à la pratique sportive est aujourd'hui impraticable parce qu'elle est infestée par l'herbe. De même que la situation des étudiants relogés à l'IAM. Donc ces étudiants sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment liées aux mesures d'accompagnement. Malgré le front d'aujourd'hui, ils se disent toujours ouverts au dialogue. Protocolaires que nous sommes et des amicales responsables, aussi des dirigeants d'étudiants, nous avons toujours privilégié la voie de dialogue, la voie de négociation. Donc au moment où nous parlons, nous sommes ouverts au dialogue et à la négociation par rapport à ces problèmes qui gangrènent encore une fois le bien-être des étudiants dans cette faculté. Les membres du collectif des amicales d'étudiants de l'UCAD se disent préoccupés du bien-être des étudiants et prêts à tous les sacrifices pour que les apprenants soient dans de meilleures conditions. 27 200 francs CFA, c'est le salaire moyen pour plus de 80% des domestiques dans la sous-région, sans couverture médicale ni assistance juridique. C'est ce qu'a révélé le Centre de recherche et action sur les droits économiques, sociaux et culturels dans le cadre du projet d'appui stratégique aux travailleuses domestiques. Le rapport expose des violences basées sur le genre, entre autres difficultés, dans 9 pays, dont le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Togo, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Gambie et enfin le Bénin. Suivant ce compte-rendu d'Ouartiam et Papsar. C'est un secret de Polichinelle, la situation calamiteuse dans laquelle se trouve le domestique dans la sous-région. À travers le projet étude stratégique des travailleuses domestiques initié par le Centre de recherche, les statistiques dévoilées ce jour mettent à nu une précarité qui ronge jusqu'à la moelle un secteur presque laissé à l'abandon. 50 à 90% selon les pays, les travailleuses domestiques par exemple subissent des violences basées sur le genre. Ce qui est aussi alarmant, c'est le niveau extrêmement faible de la rémunération. La moyenne dans la sous-région est à 27 200 francs CFA. Plus préoccupant aussi, c'est que la plupart des pays n'ont pas de législation spécifique visant à protéger les travailleuses domestiques. Après le dévoilement de ce tableau noir, l'heure est à la riposte. Une riposte multi-pays et une batterie de mesures s'imposent. Nous pensons que les États doivent aller vers des politiques publiques englobantes qui sont inclusives et qui prennent en considération cette catégorie assez vulnérable. Le patronat qui est nous, à titre informel, les sensibiliser sur
l'arrêté ministériel qui existe et qui fixe un barème de salaire. Il y a une grande absence, sinon un vide de documentation. Et aujourd'hui, CRADES est en train de travailler pour ça. Se baser sur les acquis et paver le chemin pour les actions futures en vue de rendre dignes ces travailleurs migrants pour la plupart. La troisième phase du projet PASDOM a été dévoilée. Nous voulons aller dans une autre phase en essayant un peu d'analyser et de faire au moins les études de faisabilité d'un certain nombre d'initiatives qu'on retrouve dans les pays occidentaux et qui marchent pour les travailleurs domestiques. Venus des 9 pays concernés par le projet, les émissaires africains aideront à prêcher la ratification de la Convention numéro 189 de l'OIT. Les travailleurs journaliers de l'Agropole Sud, réduits en nombre, réclament le paiement de leurs droits. Ces 105 ouvriers affirment être laissés sans indemnité après leur retrait du site. Souleymane Diallo porte leur parole. Nous l'écoutons. Depuis 2022, on est là. On a travaillé dur. On a travaillé très dur même. On est arrivé à cette stade. On a dit qu'on va diminuer les ans. On nous a diminué. Ça nous a pas fait mal. Mais ce qui nous a fait mal, on nous diminue, on ne paye pas notre droit. Hier, on est venu ici pour réclamer nos droits. Ils ont dit qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont payer. De Diagno à Agnac, ils ont libéré 105 personnes, je pense. Nombre de personnes. Mais la plupart de ces gens-là sont de la commune. Quand vous dites que nous sommes là pour le développement, ouais, on va essayer de diminuer le chômage. Et vous venez dans un village, vous diminuez les enfants de ce village-là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez augmenter le chômage. L'immigration calendaire va continuer. Est-ce qu'on trouve ça normal? C'est pas du tout normal, monsieur. C'est pas normal. C'est pourquoi nous dénonçons notre amertume pour que les autorités nous entendent. Et puis cette note culturelle, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré aujourd'hui la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, initialement prévue du 16 mai au 16 juin 2024. L'événement a été reporté et se tient désormais du 7 novembre au 7 décembre prochain. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture avait expliqué ce report, invoquant la volonté des nouvelles autorités de garantir des conditions optimales pour cette édition. Près de 70 artistes du monde entier vont exposer leurs œuvres dans le cadre du Festival IN. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait poser problème aux migrants, ceux qui ont rejoint les États-Unis sans papier, notamment via le Nicaragua, risquent d'être expulsés, tandis que le pays pourrait renforcer la fermeture de ses frontières, mettant donc fin à toute tentative de migration clandestine. C'est l'analyse du diplomate Sama Mangane. Trump était là, il est parti, il est revenu. On a vu comment il a dirigé les États-Unis. Je crois que Trump, pendant 4 ans, il n'a pas mis les pieds en Afrique. Il est allé en Europe, en Union soviétique, un peu partout, mais pas l'Afrique. Est-ce que l'Afrique l'intéresse? Ça, je ne suis pas tellement sûr. Bon, les gens aussi sont un peu sceptiques par rapport à la vague d'émigrés clandestins qui sont aux États-Unis. Et aujourd'hui, si les Américains ont voté massivement pour Trump, c'est parce qu'il simplement il a décidé de mettre fin à cette forme d'immigration. Et peut-être aussi, c'est la politique. Les Américains peut-être ne veulent pas aussi que les gens les envahissent. Ils ont voté pour le président qui a choisi de mettre fin à ce trafic. Et je suis après certain qu'il y aura quand même des mesures dans ça. Sam Mangane s'exprimait en marge de la cérémonie de présentation de son livre ce matin. Et en mot de sport, le boxeur sénégalais Karamba Kébé a accroché le titre de champion d'Afrique de boxe dans la catégorie de poids continentaux à Kinshasa. Malgré ce succès, il regrette le manque de reconnaissance et espère un plus grand soutien des autorités pour développer sa carrière. Kadior Sissé. Après 26 ans de 17, le boxeur sénégalais Karamba Kébé en a enchaîné des gaps pour décrocher la médaille d'or à Kinshasa. L'homme n'étant jamais prophète chez lui,
L'accueil à son retour au Bercail fut timide, mais un bon sportif, il relativise. Le président de la République m'a félicité. Je me suis dit ça va être un peu compliqué pour lui de me recevoir car il était en déplacement en Arabie Saoudite, en Turquie. Après, en ce qui concerne la ministre, je me suis juste dit que c'est dommage. Peut-être qu'elle n'a pas eu l'information, parce qu'il y a eu 1 heure d'écart, je crois, non, maximum 2 heures d'écart entre les Lions du beach soccer et nous. À cheval entre la France et le Sénégal, le champion d'Afrique sollicite un peu plus d'accompagnement de la part des autorités de son pays. Je fais des allers-retours, je les rejoins pour les stages de présélection et les compétitions. J'ai de la chance en France d'avoir un très gros accompagnement. Et voilà, du côté international, j'aimerais avoir la même chose, un simple accompagnement. En fait, voilà, des choses simples, prises en charge pour que je me rende à la compétition. Moi, je demande simplement à boxer, moi, c'est tout. Je suis pas très compliqué, je veux juste performer. Voilà, je demande juste un accompagnement. Dans cet accompagnement, la Fédération sénégalaise de boxe joue déjà sa partition. Mais avec la fédération, c'est assez fluide. Voilà, dès que je leur demande quelque chose, ils me répondent immédiatement. Mais après, avec les autorités, non, j'ai pas de contact. Voilà, mais là, en fait, cette médaille-là, je savais pas que ça allait prendre un très grand engouement comme ça. Mais je pense que c'est des choses qui sont en train de se faire. Jusqu'à présent, j'ai pas encore rencontré la ministre. J'aimerais bien. Médaille d'or dans la galerie, Karamba Kébé a en ligne de mire les championnats du monde qui se profilent à l'horizon, les Jeux africains, mais aussi et surtout les Jeux olympiques de 2028. Football à présent, l'entraîneur national Pape Bouna Thiaw a publié ce jeudi la liste des 26 joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des qualifications de la CAN 2025 qui vont se jouer contre le Burkina Faso et le Burundi. 3 joueurs font partie de cette sélection, tandis que Crépin Diatta et Edouard Mendy effectuent leur retour plus tôt, suivant ce compte rendu de Grégoire Ngom. Burkina Faso, Sénégal, Burundi à l'horizon, Pape Bouna Thiaw est déjà à fond. Le sélectionneur national a publié ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour ces 2 matchs, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, comme prévu. Et dans le tuyau depuis peu, la liste enregistre l'arrivée de Cheikh Tidiane Sabalé du FC Metz et Ibrahima Seck de l'Union sportive de Gorée. 2 pépites très en forme qui tapent à la porte de la sélection depuis un moment pour bousculer la hiérarchie. Outre ses choix forts, Pape Bouna Thiaw a misé sur la constance en faisant appel à la quasi-totalité des joueurs qui ont été convoqués lors des 2 dernières journées. À ces choix s'ajoutent les retours de Crépin Diatta, suspendu après la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, et d'Edouard Mendy, remis de ses pépins physiques. Pour ces 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Sénégal ira jouer à Bamako face au Burkina Faso, ceci pour la première place de ce groupe. Ensuite, les Lions vont finir le travail à la maison face au Burundi. Cet élément de Grégoire Ngom met un terme à cette édition. Merci à vous tous de votre attention. L'info continue sur la 7 TV. Tout de suite, le journal de la campagne avec Ramafal. Bonne suite des programmes. Au revoir.